Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Avant de commencer, permets-moi de te souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Je ne sais pas si pour toi, nouvelle année rime avec renouveau, mais si c'est le cas, j'espère que tes attentes et aspirations seront comblées. Mais si je peux me permettre un conseil non sollicité, ne sois pas trop exigeante avec toi-même et prends le temps du process, quelle que soit l'étape de ta vie. Et si tu connais un peu ce podcast, tu sais bien que ce message n'est pas un hasard et qu'il résonnera sans doute à l'écoute de ce nouvel épisode. Pour démarrer l'année, je reçois Muriel Rameau, ostéopathe de métier et maman de 2 petites filles arrivées grâce à la PMA. L'exigence, Muriel la connaît bien, un peu trop même, puisque ce sont ses attentes trop hautes envers elle-même qui l'ont menée vers les privations et les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Ces TCA ont eu un impact direct sur sa fertilité, puisque les restrictions alimentaires ont carrément arrêté ses cycles menstruels pendant plusieurs années. Dans cet épisode, Muriel nous parle de la mécanique des TCA, comparable à celle de l'addiction, des conséquences de la PMA sur son corps, sur son couple, mais aussi sur sa santé psychique. On parle également des transformations amenées par la maternité, des difficultés liées à l'arrivée du 2e enfant et de la sortie du postpartum qui a un côté libératoire pour certaines femmes. Cet épisode est riche, intense et représente parfaitement l'orientation que je souhaite donner à Prenons un café. Alors, tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Muriel. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Merci, je suis trop contente d'être là. Écoute, moi aussi on en parle depuis un moment. Est-ce que avant de commencer, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Avec plaisir, donc je m'appelle Muriel, Mumu pour la plupart des gens. Je suis kinésithérapeute ostéopathe, je suis spécialisée en gynéco, fertilité et surtout dans la périnatalité et la pédiatrie. Et je suis aussi maman de 2 petites filles, Ellie qui a 5 ans et Alex qui a 2 ans. Ok. Traditionnelle question de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Ouais, honnêtement, oui. Ouais, c'est quelque chose que j'ai eu en tête assez jeune au final, que j'ai toujours eu en tête et le désir d'enfant vraiment s'est concrétisé assez tôt, vers mes 25 ans. Ouais. Donc quand même tôt par rapport à notre génération, je pense. Ouais, tu m'aurais dit 15 ans, je t'aurais dit là, oui, tôt, mais 25 ans, je sais pas, après, bon, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tôt ou tard, hein, mais... dans nos potes, on était à Paris à ce moment-là et clairement, on a été les premiers à avoir des enfants d'ailleurs. On a été suivis de près, hein, mais... Ouais. Et oui, c'est toujours quelque chose que j'ai eu en tête, en tout cas. Et ça a pris un peu de temps, parce qu'à 25 ans, quand vraiment j'ai ce désir d'enfant, je suis en aménorrhée complète. Ok. Donc aménorrhée complète, pour préciser pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire que j'ai plus de règles du tout depuis plus de 3 ans. Okay. Donc peut-être que mon désir d'enfant qui était là depuis un moment... je me suis dit, en fait, je me suis mis, on va dire, en selle assez tôt en me disant, bon, bah déjà, si t'as pas de règles, va falloir quand même un peu aller chercher, quoi, pour pouvoir avoir un enfant, quoi. Ouais. Pour quelle raison t'étais en aménorrhée complète ? Est-ce que tu sais ? Oui. Alors maintenant, en tout cas, je sais. À l'époque, je savais, mais je voulais pas voir. Okay. Donc à cette époque-là, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de variations de poids. Entre mes 12 et mes 25 ans, j'ai fait du plus ou moins quasiment 40 kilos, quoi. Je suis montée jusqu'à 85 kilos et je suis descendue jusqu'à 42 kilos. Donc j'ai souffert de troubles de comportement alimentaire pendant un bon moment. Et donc l'aménorrhée, en fait, et en plus je suis contente d'aborder ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je vois beaucoup en cabinet. L'aménorrhée, l'absence de règles, ça peut être dû, c'est une des causes, à des troubles de comportement alimentaire. En fait, quand on restreint son organisme, qu'on apporte très peu de calories à son organisme, il va se mettre un peu en protection. En fait, le fait de faire un bébé ou d'ovuler, d'avoir une ovulation de qualité et de tomber enceinte, c'est pas une fonction
qui est vital pour l'organisme. Donc un organisme en fait qui est privé de nourriture, il va se mettre un peu en restriction, en restriction d'énergie, on va dire. Donc il va favoriser le fait de vivre tout simplement, de pouvoir respirer, de pouvoir fonctionner, et il va zapper un peu la fertilité. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un ne mange pas assez, quand quelqu'un a des comportements vraiment restrictifs au niveau alimentaire, toute la fonction de fertilité, elle va être mise en pause, quoi. Okay. Est-ce que, avant de vouloir concevoir, tu avais des inquiétudes face à cette aménorrhée ? Est-ce que tu en avais parlé à un médecin ? Non. Je pense qu'en fait, je pense que dans les troubles de comportement alimentaire et dans tous les troubles un peu d'addiction, d'ailleurs, il y a une grosse phase de déni qui peut être assez présente. Donc, je savais que c'était pas normal. En plus, je suis du milieu médical, donc je suis assez au courant. Mais de là à le comprendre et à me l'appliquer et à me dire quand même, il faudrait peut-être aller consulter, j'en étais pas encore là à ce moment-là. Okay. Vraiment, j'en étais pas là. Les cordonniers les plus mal chaussés, c'est ça ? Exactement. Exactement. Ouais. Ok. Donc, tu es dans cette aménorrhée. Autour de 25 ans, vous souhaitez faire des enfants. Est-ce que tu essayes quand même de manière naturelle au moment où tu veux avoir des enfants, ou tu vas consulter quand même un gynécologue à ce moment-là ou une sage-femme ? Non, à ce moment-là, en fait, vraiment, quand on veut un enfant, je commence par le parcours médical classique, qui dit, on attend 1 an avec des essais naturels pour voir si ça fonctionne. Alors clairement, quand t'as pas de cycle, le 1 an, tu peux attendre, il se passe rien, c'est normal. Mais oui, non, je vais vraiment vite vers le parcours médical. Après, voilà, je suis enfant de médecin, le médical, c'est très présent pour moi. Finalement, je m'en suis un peu détachée quelque part avec mon métier, même si j'ai des bases médicales, je suis kiné, je suis allée plus vers l'holistique avec le temps, mais on va dire que ma base, elle est médicale. Donc, je suis allée vers ça. Et puis, il y a un petit côté aussi c'est plus facile quand même d'aller vers le médical à ce moment-là pour moi, que de me dire, bon, il va falloir se prendre par la main et puis traiter le fond du problème psychologique du trouble de comportement alimentaire. J'y suis venue après, en fait, par la force des choses. Mais de base, je me suis tournée vers le médical. Ok. Est-ce que, là, on parle de désir d'enfant, est-ce que tu arrivais à te projeter dans une grossesse avec cette vision des troubles du comportement alimentaire, de ce contrôle du corps? Est-ce que tu arrivais quand même à te projeter dans une grossesse? Est-ce que ça te faisait pas peur de voir potentiellement ton corps changer? Eh ben, bizarrement, pas du tout. Ah ouais, vraiment pas du tout. Et d'ailleurs, quand je vois maintenant l'après, c'est plus facile à dire maintenant, ma grossesse, elle m'a permis d'accepter mon corps, en fait. Mais très, très fort. Ça a été... Non, j'ai vraiment pas eu peur, c'est marrant. Je pense que ça a été mon déclic pour me dire « Putain, mon corps, il fait quand même un truc de ouf. » Donc, on va arrêter de le flageller et de se dire qu'il est pas assez bien, parce qu'au contraire, il fait quand même un truc magnifique, à savoir ma fille, donc c'est quand même, mes filles maintenant. Mais non, ça a été pour moi plutôt l'inverse, et j'avais pas d'appréhension à tomber enceinte. Je pense que c'est quasiment ce qui m'a donné le déclic, ce qui m'a sauvée, j'ai envie de dire. Donc, au bout de combien... Donc, vous attendez quand même les 1 an avant de vous lancer dans le parcours PMA ? Ouais, on attend quand même les 1 an. D'ailleurs, j'en profite pour juste glisser cette idée-là, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pendant ces 1 an, et t'en parlais justement, on ne pense pas forcément, notamment en médecine classique, à dire aux patientes que c'est pas 1 an de rien. C'est 1 an justement où on peut travailler beaucoup sur la restauration de sa fertilité. Il y a des gens super bien qui font ça maintenant, des sages-femmes, des médecins aussi, des naturopathes, des nutritionnistes, il y a des ostéopathes aussi. C'est pas 1 an de rien, parce que déjà ça fait peur aux couples quand on leur dit pendant 1 an il se passe rien, on attend 1 an. C'est affreux quand t'as un désir d'enfant assez présent. Donc non, c'est se dire en fait j'ai 1 an pour essayer de travailler sur toute mon hygiène de vie, sur peut-être ma psychologie, sur tout ce qui englobe en fait de manière très holistique la fertilité, quoi. C'est hyper important de le prendre comme une chance en fait, plutôt que comme une attente passive hyper dur. Carrément. Donc voilà, petit message. Et notamment, moi je pense que si à cette époque-là, on m'avait dit en fait, meuf, commence par mettre du beurre dans tes épinards, prends 4-5 kilos et tu vas voir ce qui va se passer, ça m'aurait aidé. J'ai pas eu la chance, on va dire, d'avoir ce discours-là à ce moment-là. D'ailleurs, c'est un discours du coup que je tiens beaucoup à mes patientes qui ont le même profil. Donc du coup, pendant cette année, toi, tu
Tu parlais tout à l'heure de déni. Est-ce que tu es encore dans le déni à ce moment-là? Non, à ce moment-là, oui et non. À ce moment-là, je commence une psychothérapie. Ouais. Donc, je suis plus dans le déni. Je vois bien qu'il faut aller là-dedans. J'y vais petit à petit, quand même, tranquillement. Je commence des soins en énergétique aussi à Paris, avec une nana formidable, que j'en ai encore des souvenirs émus quand j'y pense. Elle m'a vraiment accompagnée. Elle m'a accompagnée d'une manière très rassurante et maternante. C'était très, très agréable. Et elle m'a fait beaucoup de bien. C'est une nana, par exemple, quand je sortais de chez elle, j'avais faim et je mangeais avec plaisir. Ce qui était pas forcément évident à ce moment-là. Et donc, non, je vais vers d'autres choses quand même déjà à ce moment-là. Donc, quand vous lancez dans le parcours PMA, c'est quoi ton état d'esprit au moment où on dit, en fait, là, ça y est, on va aller dans le côté médical vraiment et ça marche pas comme ça. Quel est ton état d'esprit quand tu entres en parcours PMA? Je suis angoissée quand même. Ouais. Je suis angoissée parce que il n'y a pas que le trouble de comportement alimentaire. J'ai dû me faire opérer d'une trompe. J'avais un petit souci de trompe. Donc, déjà, il y a une chirurgie. Donc, je me dis, putain, on commence à multiplier un peu les soucis, quoi. Ouais. Puis, ça fait peur, c'est contraignant. Donc, je suis pas très confortable, on va dire. Ouais. Mais je choisis de me faire bien accompagner. Ça a été ça ma solution. Moi, ça a été de me dire, bon, ok, ça va. Dans ma tête, je me dis, ça va pas être simple. Et en même temps, je vois maintenant tous les parcours de fertilité. Il y a bien plus compliqué que ce que j'ai vécu, ça, j'en suis bien consciente. Mais je me dis, on va aller chercher un peu de l'aide partout ailleurs pour que ce parcours soit pas trop compliqué, quoi. Okay. Je sais que le couple est un sujet un peu particulier dans les parcours de PMA et d'infertilité. Dans ton cas, l'infertilité, il y a un côté, je vais essayer de choisir mes mots correctement, c'est que c'est pas ta faute, mais ça vient de toi parce que tu as des troubles du comportement alimentaire. Est-ce que dans ton couple, ça a été un sujet de friction? Est-ce que ça a été compliqué à cause de ça? Alors, honnêtement, ça n'a pas été du tout un sujet de friction parce que j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est beaucoup plus optimiste, je pense, que moi, et beaucoup moins angoissé en tout cas à ce sujet-là. Donc il m'apaisait beaucoup en fait. C'était pas et d'ailleurs quand on en reparle aujourd'hui, pour lui c'est pas un vrai sujet. Il a pas trouvé ça très long, il a pas trouvé ça très compliqué. Donc ça m'a aidé cette posture-là pendant parce que le parcours a duré à peu près 3 ans et demi, d'avoir quelqu'un en fait de fort et de pas trop patin en fait par le sujet. Donc un soutien clairement. Après, des fois, c'est perturbant aussi à l'inverse pour moi. Des fois, quand j'y repense, quand il me dit ça n'a pas été si compliqué. Alors que pour moi, en fait, mais c'est pas que le parcours PMA, c'est aussi tout ce que ça a évoqué chez moi, de retravailler en fait, sur ma psychologie, sur mon corps, tout ça. Mine de rien, les traitements qui sont un peu lourds aussi, ça c'est vrai que c'est moi qui me prenais en charge. Des fois, ça m'alerte un peu, ça m'atteint un peu. Je me dis putain, en fait, si pour moi ça a été compliqué, peut-être pas pour toi. Et finalement, tant mieux. Mais si, ne disons pas que ça n'a pas été compliqué, quoi. Ouais. Mais ça n'a pas été, par contre, un sujet de friction. On ne s'est pas disputé à cause de ça. Cherchons un sujet de discorde. Vite, disputons-nous. Tu disais 3 ans et demi de parcours PMA. Ouais. Pourquoi ça a mis du temps comme ça? Est-ce que c'est expliqué? Déjà, il a fallu que je retrouve un cycle. Du coup. Donc, c'est quand même une première chose. Et ensuite, il y a eu la découverte de ce problème de trompe. Ouais. Donc là, il a fallu prévoir une chirurgie. Ça met du temps aussi. D'ailleurs, ça a été toute une histoire, ce bazar. J'étais suivie à Paris à ce moment-là, dans un gros hôpital parisien. Et j'ai eu un très, très, très mauvais... J'en parle parce que ça peut aider, je pense, certaines femmes à assumer un petit peu ce qu'elles pensent et leur ressenti face au corps médical de temps en temps. J'ai eu une très mauvaise consultation avec le chirurgien. À savoir qu'on parle de fertilité, on parle de désir d'enfant, on parle de choses qui sont quand même un petit peu délicates, je trouve. Et ce chirurgien m'a reçu 10 minutes entre deux portes en me disant en gros, il y a un problème à la trompe, écoutez, on va faire une cellio, on va aller voir, une épreuve au bleu, bref, on regarde à l'intérieur. Puis on enlèvera ce qu'il faut, ce qui va pas, quoi, ce qui fonctionne pas. Certainement une trompe, on verra peut-être une partie de l'utérus et tout. Et bim, 10 minutes, terminé. Très mécanique en fait. Non mais horrible, complètement déshumanisé. Franchement, honnêtement, je sors de cette consultation et je me dis, mais
qu'est-ce qu'il m'a dit? En plus, j'étais allée toute seule, parce que tu disais c'est pas forcément évident que les conjoints soient présents à toutes les consultations et tout. Se prendre ça dans la tronche, en fait, quand donc à ce moment-là, j'avais 27 ans, un désir d'enfant, qu'on te dise... Bah écoutez, on enlèvera ce qui marche pas. Donc déjà, ça veut dire que tu marches pas. Ça veut dire que potentiellement, ils t'enlèvent une partie de ton système gynéco, tu sais pas trop pourquoi. Alors attention, je fais pas de généralité sur les médecins. Je raconte juste cette expérience personnelle de cette consultation qui a été très difficile pour moi à vivre, quoi. Ouais. Et donc, je ressors de l'hôpital et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, je comprends même pas ce qu'il me dit. Et tu sors avec un rendez-vous d'anesthésiste, de chirurgien, et c'est tout, quoi. Ouais. Et donc là, j'ai la chance d'avoir, encore une fois, une famille dans le médical. Et j'appelle mon père et je lui dis, mais je peux pas. Enfin, je peux pas me rendre à ce rendez-vous de chirurgie sans savoir ce qu'on va me faire. Il m'a pas expliqué ce que j'avais. Il m'a pas expliqué comment, pourquoi. Et donc, je décide grâce encore une fois à mon papa, de me faire opérer dans le Nord, en fait, de revenir basculer ma chirurgie dans le Nord avec un chirurgien que je connais et qui tout simplement en fait prend le temps de m'expliquer. C'est-à-dire que le mec, il a reçu mes examens dans la journée, il m'a appelé au téléphone et il m'a dit, bah tu vois Muriel, en fait il se passe ça, là ça passe pas bien, tout ça, donc la chirurgie qu'on te propose c'est ça, on va aller voir tout doucement, évidemment qu'on n'enlèvera rien sans te demander ton consentement, enfin ça marche pas comme ça, quoi. Et du coup ce coup de téléphone me rassure, mais à un point, et je me dis, mais en fait, c'est juste ça que j'aurais dû avoir à la base. Il y avait pas, c'était pas obligé d'avoir ce passage traumatisant, déjà dans ce parcours difficile, quoi. Carrément. Et donc, mais c'est une vraie chance que j'ai eue de demander de l'aide à quelqu'un d'autre, d'avoir la possibilité de demander de l'aide dans un autre corps médical. Tout ça pour dire que on n'a pas à aller en consultation ou aller vers un acte médical quand on ne se sent pas en sécurité ou surtout qu'on ne se sent pas informé. C'est pas normal. Et ça, j'en vois encore quand même beaucoup. Ouais. Donc voilà, juste petite Mais parce précision. que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas changer. Aller demander un autre avis, tu vois. Alors, toi, c'est sûr que tu as un facteur plus chance parce que tu as dans ton entourage des personnes qui peuvent t'aider et répondre à tes questions et t'orienter. Mais même sans entourage médical, on peut aussi s'adresser à d'autres personnes. Alors après, il y a des situations dans lesquelles c'est plus compliqué que d'autres. C'est sûr que quand tu habites dans un désert médical où il n'y a pas 36 000 praticiens, oui, c'est plus compliqué. Et parfois, ça demande de se déplacer et d'aller un peu plus loin. Mais je pense qu'en fait, c'est quand même trop important et que c'est une démarche qui est nécessaire en fait, à faire. Et je pense que quand on fait face à des médecins, il y a aussi ce truc de si c'est lui le sachant, c'est lui qui sait, donc je vais pas trop non plus poser de questions. T'as peut-être un peu un syndrome de l'imposteur mais oui, complètement. Tu vois, du patient finalement, et t'oses pas aller demander un autre avis parce que t'as l'impression de remettre en question la parole de quelqu'un qui est censé mieux savoir que toi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui osent pas justement changer à cause de ça, mais je pense que c'est nécessaire en vrai de changer, et c'est valable pour tout, enfin c'est valable pour les médecins généralistes, pour les pédiatres, pour les gynécos, pour absolument toutes les spécialités. Quand on se sent pas bien entouré, si on se sent pas en sécurité, en fait il faut changer. Complètement. Tu vois, on disait, on n'implique pas tous les personnels, enfin tous les médecins, c'est pas une généralité, mais il n'empêche que ça arrive en fait. T'es pas la première femme à qui ça arrive d'avoir ce genre d'expérience, tu le dis, t'envoies en consultation. Donc il y a des praticiens qui sont moins compétents que d'autres. C'est un fait, mais comme j'imagine que c'est le cas dans toutes les professions. Et même sans parler de compétences, je pense qu'il y a aussi ce côté juste de considérer le patient. Moi, ce chirurgien était certainement très très compétent, et c'est pas ça que je remets en question, c'est sa manière de me présenter l'acte chirurgical et de pas m'informer, en fait, de pas m'informer, de pas m'expliquer ce qui se passait, de pas remettre en fait le patient au centre de la consultation, ce qui pour moi semble évident. Et à l'inverse, par exemple, ce qui est fou quand même, c'est que du coup cette chirurgie s'est super bien passée parce que j'ai eu un chirurgien et un médecin qui a pris le temps de m'expliquer et qui a été adorable et bienveillant de A à Z sur ma prise en charge. Et je pense que c'est aussi tout ce qui m'a permis aussi derrière que mon parcours PMA se passe bien. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce chirurgien-là, c'est rigolo quand même, qui est un chiro-obstétrique, était présent pour l'accouchement de ma deuxième fille. Ah ouais? Oui.
Et j'étais tellement émue. Enfin, tu sais, c'était comme une boucle qui se bouclait. Ouais. Et c'est quelqu'un que je porte énormément dans mon cœur aujourd'hui, qui a une place importante dans ma vie, quoi. Comme quoi, en plus, ça peut bien se passer. Donc oui, effectivement, n'hésitons pas à changer pour se sentir bien avec la personne qui prend soin de nous. Et t'as raison, à tous les niveaux, que ce soit au niveau médical, même psy, paramédical, tout. Mais je comprends que ce soit une démarche difficile à faire, par contre, de changer, notamment dans tout ce qui va être suivi psy, par exemple, où c'est déjà compliqué de faire la démarche d'aller voir un psychologue, et si quand ça se passe pas bien, il faut refaire une démarche et rechercher quelqu'un d'autre, ça peut être décourageant, et je l'entends. Mais en fait, on mérite pas d'être bien... d'être pas bien soigné finalement, entre guillemets. Enfin, pas bien. Je sais pas si on... Enfin, si, ça reste du soin. Enfin, je veux dire, le psychologique, le rapport humain avec ton praticien, même si tu viens pour te faire enlever l'appendicite, si on t'explique pas correctement ce que c'est, c'est pas une bonne consultation. Donc, je pense que c'est trop important. Après, on peut aussi... Enfin, oui, il y a des hôpitaux sous tension, oui, il y a des professionnels de santé malmenés, tout ça, mais on doit pas en être les pots cassés pour autant, tu vois. Le lien dans le soin, il est hyper important. Et effectivement, il y a plein de choses qui fait que le soin aujourd'hui en France, on est à la fois très chanceux, mais l'hôpital est en réelle souffrance, et donc les professionnels de santé aussi. Et c'est très triste, mais c'est vrai que le patient peut pas être négligé pour autant. Surtout que c'est, pour le coup, le lien avec le patient, c'est la seule chose, je trouve, facile, gratuite, qui peut rester et qui finalement fait énormément de bien. Ouais. Et surtout, voilà, c'est pas difficile à mettre en place, d'être bienveillant et de prendre le temps d'expliquer aux gens. Pour moi, c'est faisable. Après, je pense que quand t'es dans... Et c'est toujours pareil, quand t'es dans une situation, toi, de détresse, c'est compliqué d'être présent pour la personne en face de toi. Tu vois, finalement, c'est... Mais bon, ça justifie pas que... je veux dire, si on se sent pas bien, c'est pas parce que la personne en face de soi a des difficultés et n'est pas en capacité de nous donner qu'on doit l'accepter comme ça et on peut changer. Enfin, c'est hyper important. Parenthèse close. Donc, tu fais cette chirurgie. Est-ce que tu mets des choses en place, justement? Qu'est-ce que tu mets en place pour la revenue de ton cycle? Est-ce que tu manges? Tu commences à manger ou est-ce que c'est quelque chose qui est fait médicalement, avec des médicaments? Alors, oui, je mange. Finalement, à cette époque-là, je mangeais bien, mais je mangeais bien, mais je brûlais beaucoup. Ça aussi, petite aparté, mais je vois bien les profils psychologiques des patientes, notamment que j'ai en cabinet, qui souffrent de troubles de comportement alimentaire, qu'elles connaissent ou non, on va dire, dans le déni ou non. Manger c'est bien, mais si tu brûles 15 fois plus que ce que tu manges, j'en ai plein qui me disent mais je comprends pas, je mange super bien. Ouais, moi aussi je mangeais super bien, mais en fait si tu passes ton temps à faire de l'activité physique, voilà, pour compenser ton apport calorique, bah en fait à la fin il reste rien. Ça fait partie du problème. Donc je mangeais, je brûlais quand même encore pas mal. Et par contre, non, il y a eu beaucoup de choses, mais il y avait quand même, de toute façon, j'ai dû repasser par une période on réinstaure un cycle vraiment synthétique par des médicaments. J'étais trop loin dans mon aménorrhée, je pense, pour que ça se remette en place tout seul. Okay. Donc c'était vraiment médicamenteux à ce moment-là. Ok. 3 ans et demi, parcours PMA, c'est long? C'est long et c'est pas long. Il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus long. C'est long et c'est pas long. Ouais. Pourquoi c'est long et pourquoi c'est pas long? Parce que ça peut paraître long quand t'as des amis autour qui tombent enceintes à l'arrêt de la pilule. Et pour moi, aujourd'hui, avec mon recul, ça me semble pas long. Parce que j'ai vraiment des couples et des patients autour de moi qui ont des parcours bien plus compliqués. Franchement, honnêtement, je me considère chanceuse dans mon parcours. Et aussi, c'est long et c'est pas long parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des enfants. Ouais. Donc, l'histoire se finit bien. Oui, carrément. Il y a combien d'essais parce que là, on parle de remise en cycle, tout ça. Quel est le protocole d'essai de PMA pour vous? Est-ce que vous passez par les inséminations? Est-ce que vous allez directement en FIV? C'est quoi votre parcours? Alors moi, j'ai vraiment, encore une fois, je me considère chanceuse. On passe 1 an à peu près à essayer de rétablir mon cycle. La chirurgie, post-chirurgie, tu laisses quelques cycles passer parce qu'il faut
il faut que le temps que ça cicatrise, tout ça, c'est pas le moment d'avoir une grossesse. Et ensuite, on a des protocoles de ce qu'on appelle stimulation avec rapport naturel. Donc tu fais des piqûres pour stimuler une ovulation de qualité et tu as des rapports spontanés et naturels avec ton conjoint. Ça doit durer 6-8 mois. On galère un peu sur les stimulations, donc d'abord stimulation par voie orale, puis ensuite on essaye plusieurs produits en piqûre jusqu'à trouver à peu près ce qui fonctionne. Et avec rapport spontané, ça donne rien. Est-ce que c'est vraiment spontané ? Est-ce que c'est vraiment spontané ? Non, enfin... non, ça c'est un gros sujet. Les rapports pendant le parcours PMA, c'est compliqué. C'est pas spontané dans le sens... On essaye que ce soit spontané, que ce soit pas barbant, que ce soit pas trop programmé, mécanique, compliqué. À savoir qu'en plus, moi, à cette époque-là, on était... avec mon conjoint, on était encore entre Lille et Paris, donc des fois, franchement, c'était une galère pas possible. Alors, ça donne des situations assez cocasses. In fine, j'ai plutôt des souvenirs rigolos de ce truc-là derrière, de rendez-vous un peu inopinés entre Lille et Paris. Enfin, avec le recul, c'est rigolo. On se retrouve dans la Somme, dans un arbre, à 18h42. Puis t'as 27 ans, donc clairement, le vendredi soir, si tu te retrouves, t'as pas... Bon, bref. Rigolo, in fine. Ça, c'est peut-être le petit truc qui peut faire passer la pilule, d'essayer de créer des contextes marrants et de se dire, bon, bah vas-y, on se retrouve... Nous, typiquement, on se retrouvait des fois chez des potes. Je demandais à ma copine, bon, tu peux me prêter ton appart, là, après on vous rejoint au resto pour faire notre petite affaire. Bon, c'est marrant. Ça sort un peu du truc tellement chiant de se dire, faut avoir un rapport à telle heure, tel moment. C'est pas très sexy. Mais donc non, c'est pas très spontané, effectivement. C'est spontané sur le papier. C'est ça. Mais en fait, tu as des rapports en ne pensant qu'à la procréation, finalement. On essaye de s'en détacher. Nous, ça a été un travail aussi qu'on a eu tous les deux, pour le coup, de se dire, on va essayer qu'on n'ait pas que ça en tête. Après, ça, c'est très individuel. Et oui, je pense qu'in fine, t'as toujours ça quand même en fond de tâche. Mais comme quand t'as un désir d'enfant avec un parcours classique. Où tu as envie d'un enfant, tu ne penses qu'à ça tout le temps. Donc, que ça dure 1 mois ou que ça dure 10 ans, c'est là, c'est assez ça. Présent. Ouais, carrément. Donc tu dis 6-8 mois comme ça de manière naturelle, et après vous passez à quel type de protocole ? Et après on passe en insémination. Okay. Et c'est la première insémination qui fonctionne pour nous et qui donne notre petite Ellie. Ok. Voilà. Comment tu réagis quand... Parce que bon, t'apprends pas en parcours de PMA, t'apprends pas ta grossesse en disant oh tiens j'ai un retard de règles, c'est pas spontané non plus. Comment ça se passe pour toi l'attente, et comment tu réagis quand tu te rends compte que ça a marché ? Alors, les 15 jours d'attente, donc entre l'insémination et c'est la prise de sang qui montre que tu es enceinte, pas ouf. Pour le coup, je me souviens que j'ai trouvé ça long. Et puis, moi, j'avais choisi, dans le parcours PMA, les 3 derniers mois, j'avais arrêté de boire, j'avais arrêté de fumer, je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Donc... en fait, c'est trop bizarre, t'as déjà un peu toutes les contraintes de la grossesse sans être enceinte. Donc l'attente, je me souviens, pas évident. Et le test de grossesse, la prise de sang, je m'en souviendrai toute ma vie. Je me rappelle précisément le moment où j'ouvre l'examen. Parce qu'en PMA, t'en ouvres des résultats d'examen sur ton petit compte Serballiance, là, ou autre. Et je me souviens ouvrir ce truc et voir mon taux de bêta-HCG, je pense qu'il était à 60. Donc grossesse, mais très petit. En même temps, t'es au premier jour où tu peux faire un test sanguin. Donc, j'étais dans mon cabinet à Paris, donc mon cabinet de kiné-ostéo à Paris. Et j'ai bloqué. J'avais un patient dans la salle d'attente et j'ai mis au moins 10 minutes j'ai vraiment freeze, quoi, total. Et j'ai pleuré directement à me dire, mais c'est pas possible, si c'est possible, c'est peut-être ça. En fait, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est ça ? C'est pas possible. Enfin, j'étais tellement heureuse, tu sais, vraiment, et en même temps hyper angoissée. C'est trop chelou. Enfin, très, très partagée. Bon, je vais
tant bien que mal chercher mon patient. Je me souviens très bien de ce patient aussi, qui était adorable, un monsieur qui habitait dans l'immeuble de mon cabinet. Et j'arrive pas, en fait, honnêtement, j'arrive pas à faire ma séance. Je suis, enfin, pas que j'arrive pas, mais j'ai les larmes qui montent aux yeux pendant la séance. Et je connaissais bien ce monsieur. Et donc, finalement, on finit par parler de ça, tu vois. Avec ce monsieur de 80 ans qui me dit « Mais c'est super, Muriel, vous vous rendez pas compte, vous allez être une super maman. » Et cette phrase de ce monsieur, vous allez être une super maman, je me suis dit... elle m'a... pareil, je me suis remis à pleurer, évidemment. Et voilà, non, mais je me souviens très bien de ça. Et très angoissée en même temps. Je préviens pas tout de suite mon mec. Je préviens pas mon mec parce qu'on devait sortir le soir. Je sais plus, on avait un spectacle quelconque à Paris. Enfin, quelconque, je me souviens pas du spectacle pour le coup. Mais j'attends de le retrouver en face à face pour lui montrer cette petite prise de sang tellement significative pour nous, quoi. Et lui, il est instantanément hyper content. Ah ouais. Ouais. Tu vois, pas du tout angoissé, un peu comme pour tout le parcours. Là, pour lui, c'est bon, je suis enceinte, terminé, tout ça. Alors que moi, je me dis, oh putain, on va bien attendre avant de se réjouir. Ah ouais. Ah oui, c'est ça qui te faisait peur. T'avais peur que ça tienne pas? Ah oui, moi j'avais super peur que ça tienne pas. Et donc j'avais envie de faire des prises de sang toutes les 2 heures pour voir si ça augmente. Enfin, c'était ah ouais, j'étais vraiment angoissée que ce soit pas la bonne fois et qu'il faille tout recommencer. Enfin, tu vois, cette angoisse de me dire ça marche, mais en fait non, ça marche pas. Et au final, ça a marché. Donc c'est trop bien. Ouais, carrément. Tu penses que cette angoisse, elle est liée justement à tout l'historique médical qu'il y a autour de la procréation ou parce que tu avais vu des personnes qui avaient eu des fausses couches? Je pense que les deux. Je pense que déjà, de par mon métier, effectivement, je vois beaucoup de parcours. Donc, je vois beaucoup de réussites, mais je vois aussi beaucoup d'échecs. De par l'information et la connaissance aussi de ce qui peut se passer en début de grossesse. Dans le médical, c'est ça. De toute façon, t'es quand même un peu plus angoissée, pour ma part, que la moyenne des gens, parce que tu sais ce qui peut ne pas aller. Et tu l'as quand même toujours un petit peu dans un coin de ta tête. Et puis aussi parce que oui, t'as un parcours très médicalisé, donc tu restes peut-être un peu dans cette espèce d'envie de surveillance. Ouais. Et pareil, ça a été très dur pour moi, pour Ellie, pour ma première, quand on m'a dit à 3 mois, tout va bien, vous avez une grossesse normale, je me souviens, vous avez une grossesse normale, vous allez repasser en parcours classique. Et je me suis dit, quoi, j'ai une grossesse normale, mais du coup, je vais plus être surveillée, plus personne va me voir tous les mois. Ils m'ont dit, non, on vous voit pour votre écho T2, genre, tout va bien. Et ça a été hyper perturbant. Genre, je me suis dit, mais là, on me laisse dans la nature. Imaginez qu'il y en a un truc qui va pas. Enfin, c'est marrant quand même. Alors que c'était la meilleure nouvelle du monde de se dire, j'ai une grossesse classique, tout va bien. Ouais, mais t'es tellement habituée à être justement surveillée de près que ça doit être étrange quand même comme situation. Donc, en fait, j'ai passé autant de temps de ma vie à être pas classique, justement, à être vraiment surveillée de près, à faire 12 000 tests et machin. Et là, aujourd'hui, alors que moi, dans ma tête, ce qui se passe, c'est tout sauf classique, vous me dites qu'en fait, vous me laissez dans la nature. Ouais, exactement. Ça fait une dissonance un petit peu entre ce qui se passe vraiment dans ton corps, qui est tout sauf classique, hein, quand même. Faut arrêter de dire ça. Hein. Ça arrive souvent, mais quand même, c'est énorme ce qui se passe. Et ce truc de, quand tu n'es pas enceinte, justement, là, t'as toute cette batterie d'examen et de surveillance un peu rapprochée. Donc ouais, c'est un peu normal que finalement ça... Ouais, ça m'a fait très bizarre, je me souviens. Et oui, je pense que c'est quand même le parcours médicalisé, parce que pour ma deuxième, en tout cas, j'ai pas eu du tout cette angoisse de fausse couche, de grossesse qui n'évoluerait pas. C'était, pour moi, tout allait rouler, quoi. Ouais. Est-ce que tu avais pensé à ta maternité? Parce que il y a le parcours qui est long de tomber enceinte, mais est-ce que tu avais imaginé ou déjà eu une projection de la mère que tu voulais être? Non. Franchement, c'est vrai. C'est très courant pour les personnes qui font des parcours PMA. Ouais, j'étais vraiment... faut déjà tomber enceinte. Le reste, on verra. Mais non, mais c'est vrai que... Et c'est pour ça qu'aussi, c'est aussi courant pour les personnes en PMA d'avoir des grosses difficultés en postpartum. Je pense ça, et puis aussi le fait de dire attends, je l'ai voulu ce gamin. J'en ai chié pour l'avoir. Moi, je l'entends pas. Mais voilà, j'en ai chié. J'ai pas le droit de me plaindre si c'est difficile maintenant qu'il est là. Ouais. Très très fort. Moi, honnêtement, j'ai eu de la chance. J'ai pas du tout eu de difficulté en postpartum pour Ellie. Ma grossesse s'est passée nickel. J'ai pas eu de maux de grossesse. Ça, par contre, moi, je vois beaucoup aussi avec les parcours PMA. J'ai l'impression que les femmes vivent beaucoup mieux physiquement, peut-être psychologiquement, en tout cas la grossesse, parce qu'elles ont tellement eu de
de mots avant avec la PMA, parce qu'on se prend quand même sacrément des hormones dans la tronche, que la grossesse, souvent, ça passe comme une lettre à la poste. Le postpartum peut être plus compliqué, je suis d'accord. Ouais. Moi, pour Ellie, ça a été tout seul, très doux, très facile. J'en ai plus chié à l'arrivée de ma deuxième, psychologiquement, sur le postpartum, beaucoup plus. Moi, je fais partie du club premier, nickel, juste un petit plus dans le couple, tout passe bien. Du coup, on peut en faire 12. Et la deuxième, waouh. Finalement, on peut en faire 12. Raz-de-marée. Ouais. Enfin, beaucoup plus dur de retrouver un équilibre familial. Tout a été plus compliqué pour moi, en tout cas, dans le postpartum. Pourquoi ? Je travaille encore dessus. Où est-ce que tu en es dans ton cheminement ? Tu nous expliques. Honnêtement, je travaille encore dessus. Pourquoi ça a été aussi difficile ? Plusieurs choses. Je pense que j'étais déjà plus la même femme, parce que j'étais déjà maman d'une première petite fille, que j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais il y a des choses qui étaient encore en process, voilà. Et donc Alex, ma deuxième chérie arrive. C'est le Covid. Ça m'a pas aidée, moi. Bon, comme beaucoup de gens, je pense. Le fait d'être un peu isolée à ce moment-là, ça a vraiment été difficile. On a eu vraiment une grosse histoire de famille qui m'a beaucoup affectée. Où je me suis sentie très seule par rapport à ça. Je ne vais pas m'étendre parce que ça reste des histoires de famille, mais ce qui m'a beaucoup affectée. Et donc, déjà un petit peu fragile, je pense, à l'arrivée de ma deuxième. Et puis, le côté, voilà, on n'est plus un couple avec un bonus, moi je dis ça, avec, on est une famille. Et je trouve que ça a été difficile pour moi de passer au statut famille. Mais je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça a été difficile pour moi. C'est hyper intéressant de voir. Ça veut dire que, en fait, tu n'avais pas imaginé, projeté que vous étiez déjà une famille à 3 ? Non, on était un couple avec enfants. Tu vois, je sais. Enfin, c'est comme ça que je le. Évidemment qu'on était une famille, mais. Mais t'avais ton couple qui passait dans ta tête en priorité à ce moment-là, peut-être. Et pas avec ta deuxième enfant. Enfin, moi en tout cas. Après, vous étiez dans le même nombre, du coup. Ouais, je sais. Et puis tout dans le postpartum d'un deuxième, j'ai trouvé. T'as quand même, tu sais. Par exemple, moi j'allaitais Alex, donc ça veut dire que mon conjoint était beaucoup avec la plus grande. Tu sais, en fait, en vrai, quand même, t'es quand même plus séparé dans ton couple. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les séparations. Donc, mais les petites, là je parle de séparation. Par exemple, typiquement, Alex, elle est née en été. Donc, elle avait 3 semaines quand on est parti en vacances. Hugo, il allait à la piscine avec elle, avec ma grande. Séparation pour moi. C'est déjà dur, quoi. Tu vois, oui, ce que tu ne vis pas avec un premier, parce que finalement, tu fais tout ensemble. T'es tout le temps ensemble. Et donc, oui, j'ai eu du mal à passer à ce truc-là de 4, je sais pas. Ouais. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça se comprend, en fait, dans ce que tu racontes. C'est vrai que quand tu as un enfant, après, je connais pas les situations, tu en as plusieurs personnellement, mais quand tu as un enfant, c'est vrai que tu es soit à 3, soit à 1, ou à 2 à la limite, mais il n'y a pas ce truc de... tu dois choisir avec quel enfant tu dois passer du temps, mais en fait, tu n'as pas le choix parce que c'est un tout petit bébé, donc finalement, si tu l'allaites, c'est toi qui va passer plus de temps avec ton petit bébé. T'as ton premier bébé qui est grand mais pas si grand non plus. T'as ton couple. Enfin ouais, non, je comprends vraiment. Enfin c'est hyper clair dans ma tête de voir pourquoi tu as vraiment ce truc de maintenant on est une famille et on passe de couple avec enfant. Mais en même temps, c'est rassurant aussi de voir parce que parfois on entend que quand on devient parent, le couple il n'existe plus. Dans ta parole, dans ce que j'entends, en fait, non, le couple, il était toujours là. Ah ouais, moi ça a été une base, quoi. Ouais, carrément. Et justement, ça nous a mis plus à l'épreuve, je pense, de garder notre place de couple à l'arrivée de notre deuxième. Ouais. On se sépare, on revient, on machin. Ça nous a mis plus à l'épreuve. Alors que la première, pas du tout, honnêtement. Enfin, franchement. Oui, parce qu'en fait, vous avez plus l'occasion d'être tous les deux. Ouais. Plus elle. Et puis un petit bébé seul, c'est pas du tout la même chose qu'un petit bébé avec une nénée à gérer, en fait. Ça n'a rien à voir. Même si tu sais un peu ce que c'est d'être parent, je pense que c'est différent quand même quand on a 2.
Puis après, peut-être quand si t'en as 3, 4, 5, après t'es habitué, j'en sais rien. Mais... Oui, peut-être. Il y en a beaucoup qui disent le troisième est plus facile. Ouais. Nous, on se risquera pas. Franchement. Et pourtant, vraiment, je pensais, mais non, moi, ça m'aide. Ça m'a mis trop à l'épreuve. Je sais que là, je suis bien avec... j'espère que ça tombe, je réécouterai ça dans 3 ans et j'aurai un troisième ou un quatrième. Mais j'ai pas l'impression. J'ai trouvé ça... Ça nous a mis à l'épreuve, vraiment. Et aujourd'hui, donc ma plus petite, elle a plus de 2 ans. Ça y est, on a retrouvé l'équilibre. Tu sors du postpartum aussi. Ouais, j'ai vraiment l'impression que je sors du postpartum. Mais c'est long, quoi. Ouais, c'est long. Enfin, et c'est pas faux quand on dit que, voilà, 3 ans, c'est vraiment pas faux. Mais comme je l'ai pas du tout ressenti pour ma première, ça a été un petit choc. Ouais. Pourtant, mais en même temps, elles ont combien d'écart, tes filles ? Elles ont 3 ans d'écart. Donc en fait, quand t'es tombée enceinte, t'étais en fin de postpartum finalement. Donc c'est comme si t'avais eu 5 ans et demi de postpartum, quoi. Exactement, c'est clairement ça. Non mais c'est vrai qu'on n'y pense pas quand on a plusieurs enfants, parce qu'on parle du postpartum dure 3 ans, mais quand on a plusieurs, ça dure un peu plus que 3 ans quand même. Bah t'enchaînes, quoi. Bah ouais. En fait. Donc cette lumière au bout du tunnel que tu vois en ce moment, ça met vachement plus de temps à arriver. Moi je l'ai ressenti ça, tu vois, j'ai une enfant, mais je l'ai ressenti au bout de... Ouais, quand elle avait 3 ans. Ouais. Oui, tu sors de... C'est un cycle qui se termine. Alors pour le coup, que j'ai vraiment apprécié pour ma première, que j'ai eu plus de mal à appréhender pour ma deuxième. Mais oui, c'est vraiment un cycle qui se termine. Et ça, je trouve que ça se voit de toute façon dans comment je regère ma vie aujourd'hui. On en parlait avant toutes les deux. Voilà. Mais de vraiment se réapproprier son corps, reprendre des activités pour soi. Je sais que la danse, ça a une grande place pour toi aussi. Moi, ça signe ça. Ça signe en fait, ça y est, j'en ai fini avec la maternité. J'en ai fini au moins avec la fertilité. Ouais. Ça, je me le suis dit il y a pas longtemps et... ça m'a beaucoup... c'est marrant, ça m'a hyper soulagée. Ah oui. Me dire, ça y est, en fait, la fertilité, c'est bon, en fait, c'est peut-être terminé pour moi, c'est trop cool. Ça m'enlève un poids. Ouais. Et ça m'a aussi beaucoup libérée, tu vois, dans ma sexualité, justement, de me dire, je suis plus obligée de corréler les deux. C'est bon, la sexualité est hors fertilité. Fun. Ouais, voilà, ça va être que du plaisir maintenant. Et non, mais c'est vrai que oui, effectivement, je dois être en train de sortir de mon postpartum. Bah oui, écoute, je dis ça comme ça, moi, je pose des petites graines, mais c'est très très probable. En tout cas, ça y ressemble dans les mots que tu utilises et dans le ressenti. Tu disais aussi tout à l'heure que tu avais fait beaucoup de travail sur toi. Ça a commencé quand ? Enfin, tu me l'as dit en fait. Je te pose une question, j'en ai la réponse. Pendant ton parcours PMA, enfin en tout cas au départ. Qu'est-ce que tu as découvert dans ce travail sur toi ? Mon Dieu. On a 3 heures. Allons-y. Non, mais en quoi ça a changé ta vie, ça aussi ? Ça a tout changé. J'ai commencé pendant mon parcours PMA en me disant, ce que je te disais, c'est peut-être une période un peu difficile, je vais aller voir un psy. C'est l'hôpital qui m'a proposé à la base de voir un psy, parce que j'ai trouvé ça super, vraiment super. Bon, j'ai pas gardé le psy de l'hôpital pour le coup, mais ça m'a mis le pied à l'étrier. Ouais. Je trouve ça génial qu'il propose. Ouais. Et oui, en fait, j'ai jamais arrêté. Je suis encore en psychothérapie aujourd'hui parce que tout ce qui se passe autour de la maternité m'interroge. Ça remet tout en question, en fait. Moi, ça a remis en question ce que je suis, comment je gère mes émotions, comment je gère ma vie, l'estime que j'ai pour moi. Ça a remis beaucoup en lumière la relation avec mes parents. Là, depuis que j'ai ma deuxième, ça a remis en lumière aussi la relation que j'ai avec ma fratrie. Enfin, en fait, ça a tout changé. Et j'ai eu la chance, je pense que j'ai beaucoup de chance, c'est vrai. J'ai vraiment de la chance d'avoir, depuis que je suis maman, même depuis mon parcours PMA, d'avoir rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidée à travailler sur moi. Alors attends, c'est de la chance ou c'est toi qui l'as provoqué ? C'est les deux, je pense. Non, on va chercher, c'est vrai. Il y a de la chance, il y a toujours un facteur chance, mais je sais pas que de la chance. C'est que tu as fait le travail en fait. Oui, c'est vrai. Et tu as attiré les gens qui étaient nécessaires pendant ton parcours et pendant ton travail. C'est toi qui fais ça, c'est pas de la chance. La chance, c'est de tomber peut-être sur la bonne personne qui va te tendre la main à un moment, mais pour tomber sur cette personne-là, il faut y aller toi, il faut faire la démarche toi. Donc c'est pas de la chance. C'est vrai. Non, mais du coup, ça m'a bouleversée, ça m'a aidée énormément, ça m'a fait avancer énormément sur ce que je suis en fait. Et c'est marrant, je trouve qu'aujourd'hui, à 36 ans, j'ai jamais été aussi OK avec ce que je suis en fait. Et je me suis jamais sentie autant moi au final.
Ouais, Ouais. ça a tout changé en fait, Carrément. ces prises en charge. Je reviens sur le truc chance, hein, parce qu'en fait, je pense que c'est important et que pour le message que tu veux faire passer, c'est important aussi. Parce que entendre que c'est de la chance, ça va peut-être mettre dans la tête de certaines personnes dire qu'en fait, moi, j'ai pas de chance. Ah oui, et que ça te tombe dessus. Et donc, Non, en c'est vrai. fait, Ouais. du coup, c'est normal parce qu'elle a eu de la chance et moi, ça peut pas m'arriver. Moi, je peux pas sortir de mon brouillard si je suis dans un brouillard où je peux pas... parce que j'ai pas cette chance-là. C'est pas de la chance. Ouais, t'as raison. Parce qu'en fait, tu es actrice de ton changement. Tu es actrice de ce que tu es devenu aujourd'hui, de qui tu es devenu aujourd'hui et de cet alignement que tu as trouvé entre toutes tes vies. C'est toi qui l'as fait, ça. C'est pas la démarche de toi qui viens ici derrière devant le micro. C'est pas de la chance parce qu'on s'est rencontrés dans un afterwork. Hein. C'est toi qui... Enfin, tu vois, c'est vraiment toi qui provoque ça. Et c'est un message important à faire passer parce que pour les personnes qui écoutent justement et qui se disent, qui sont potentiellement à un stade de leur vie où elles sont dans le brouillard, elles se rendent compte qu'il y a des choses qui se sont jouées avec la maternité ou pas d'ailleurs, avec n'importe quoi, de pas attendre que la chance leur tombe dessus. Pas attendre qu'ils croisent par hasard cette personne qui va leur tendre la main parce que ça n'arrivera pas. Ouais, t'as raison. Tu vois ? Ouais, oui. En fait, je pense que ce que j'entends par chance, moi, et que du coup j'ai mal tourné, c'est plutôt que je me sens reconnaissante. Oui. D'avoir vraiment rencontré des personnes. Mais effectivement, en fait, ça a toujours été. Ça me fait penser à ça, mais il y a eu un truc qui a eu un gros. Qui pour moi, encore un gros tournant, on va dire, dans ma vie, dans ma maternité. Je suis allée faire une formation, et ça va avec ce que tu dis de provoquer en fait finalement ça. Je suis allée faire une formation en ostéopathie à la base avec une nana top qui s'appelle Elisa Boileau, qui forme en périnatalité. Et je m'inscris pour un stage avec elle le samedi dimanche. Puis elle fait en fait, sur le même week-end, elle fait des pratiques aquatiques le lundi, mardi, mercredi. Ça veut dire qu'elle forme les ostéopathes à travailler dans l'eau les 3 jours suivants. Moi, je suis en postpartum vraiment immédiat d'Alex, donc ma petite a 4 mois, j'allaite encore. Et je me dis, ah super, elle est à Lyon, d'habitude, je vais faire ce stage, il a l'air trop bien. Donc samedi, dimanche, je vais en stage avec elle. C'est des stages qui remuent. Bah, forcément, tu vas te former en ostéo, en périnate, t'as accouché il y a 4 mois, t'es en plein postpartum, enfin, ça remue quand même, quoi. Et donc je fais mon stage samedi, dimanche, et la nuit de dimanche à lundi, donc elle continuait le lundi, mardi, mercredi, ce stage. Impossible de fermer l'œil. Et là, je me dis, putain, je sens qu'il faut que j'aille faire la suite du stage dans l'eau avec elle. Mais vraiment, je tourne toute la nuit et je me dis, mais putain, je peux pas, j'ai mes consultes demain, je suis pas inscrite, c'est n'importe quoi. Puis à 5h du mat, je me dis, oh merde, tant pis. Tu vois l'instinct qui te prend aux tripes où tu te dis, en fait, je veux être là-bas, je veux vraiment être là-bas. Donc, je prends mon téléphone à 6h du mat, j'envoie un texto à Elisa, qui est formatrice, que je connais pas très bien quand même, hein, mais c'est pas grave. Et je lui dis, je suis désolée Elisa, est-ce que je peux venir à la suite du stage ? Et je lui écris, je sens que j'ai besoin d'être là, tu vois. Et elle me répond tout de suite, pas de problème Muriel, viens. Donc là, j'annule tous mes patients, les gens disent, ça m'arrive jamais. Pour moi, c'était vraiment un truc de fou, quoi. Et il s'est passé ces 3 jours-là... je te dis, ça a un déclic énorme, tu sais. Alors, le travail en revécu de naissance et compagnie, c'est très particulier. En gros, c'est du travail qui nous forme à notre ressenti en tant qu'ostéopathe. Mais là, c'était aussi l'abord très personnel, d'évoquer plein de choses de ta propre naissance, voilà, pour faire simple. Tout ça dans l'eau. Moi, en plus, c'est un élément dans lequel je me sens hyper à l'aise, que j'aime beaucoup. Mais j'arrive donc à ce fameux stage où je devais pas être. On se met dans le bassin et je pense à peu près 4 minutes et demie, je me mets à pleurer, mais pleurer toutes les larmes de mon corps. Je pense que j'avais jamais pleuré comme ça de ma vie. Ouais. Et s'ensuit 3-4 jours vraiment hyper intenses où je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, tu vois, en fait, fuck, on reset tout. Tout ce qui a pu se passer avant, ça va m'aider à devenir la personne que je veux être. En fait, et ce que je te disais tout à l'heure, en fait, j'ai envie de vivre et d'être vraiment heureuse à partir de maintenant dans ma vie, de plus chercher la perfection à tous les niveaux, dans mon corps, dans mon rôle de maman, dans mon couple. Enfin, ça a été vraiment un gros reset. Et j'ai compris aussi ce jour-là, et c'est quelque chose que je dis beaucoup, encore une fois, à mes patientes,
ce que je disais tout à l'heure. Tu es la personne la plus importante de ta vie. En fait, il n'y a qu'un tour de manège, on n'a qu'une vie. On a plutôt, je pense, intérêt à essayer de profiter, de kiffer, d'être heureux. Et aussi, tout le côté... on peut pas aujourd'hui, je trouve, j'en reviens à la parentalité, on peut pas être parfait dans tout. Et on peut vraiment pas être performant dans tout. Moi, j'avais quand même imaginé, tu vois, un peu, peut-être à l'arrivée de ma deuxième, de me dire, putain, Muriel, t'as 35 ans, donc en fait, t'as intérêt à être une sacrée putain de bonne thérapeute, une bonne maman, hein, puis bienveillante, puis alors éducation positive, puis renseigne-toi à fond pour tes enfants, tout ça. Bon, essaye que ton couple marche, prends soin de ton couple. Si en plus tu veux faire de l'activité physique, prendre soin de toi, être bonasse, avoir plein de copines, sortir tout le temps et tout. Et c'était ça mon objectif. Et là tu te dis, putain, pour une même personne quand même, ça fait beaucoup. C'est énorme. En fait, c'est pas possible. Non. Mais je pense qu'on est... Enfin, je me sens pas isolée à penser ça. Je pense vraiment, quoi. Il y a beaucoup de... Alors, la faute peut-être aux séries américaines, je ne sais pas. Mais enfin, tu sais, t'as cette image justement de la femme qui est censée tout réussir dans tous les domaines. Moi, je suis convaincue que chaque chose a son temps. C'est-à-dire que tu peux pas tout avoir en même temps. Tu peux avoir tout ça, mais pas en même temps. Que tu peux performer de ouf dans ton job à un moment, mais que c'est un peu compliqué de le faire quand tu viens juste d'accoucher, par exemple. Tu vois ? Que ça t'empêche pas d'être une bonne professionnelle. C'est juste que peut-être que là, le moment, c'est pas de performer dans ton job, c'est le moment d'être dans une vulnérabilité avec ton bébé. Je pense aussi que tu peux être à fond avec tes copines, mais pas quand tu as un problème avec ton couple. Ou peut-être que si, mais donc du coup, tu sais, de mettre les énergies... En fait, tu peux pas mettre tes énergies partout, au même endroit, en même temps. Tu peux avoir tout ça, vraiment, je pense que tu peux l'avoir, mais pas en même temps. Il y a toujours des phases où tu vas voir un peu plus tes copines, tu vois, où tu vas sortir un peu plus souvent parce que t'en as besoin, parce que c'est cool, parce que finalement tes enfants sont peut-être un peu plus grands et donc c'est plus facile. Peut-être que ton mec a moins de travail, donc en fait c'est plus facile aussi pour lui de gérer. Et inversement pour le travail, tu peux être plus à fond dans ta vie pro parce que derrière ça suit, ça se gère et donc c'est bon, tu peux te concentrer sur ça. Et puis à côté de ça, tu peux aussi parfois être plus dans ton cocon, dans ta famille, parce que peut-être que justement ton mec, il a des besoins dans sa vie professionnelle, Ouais. tu vois, il y a des choses comme ça qui, c'est pas linéaire, c'est pas l'égalité à tout prix dans tous les points de ta vie, tout comme dans le couple, hein, tu vois, on parle beaucoup aussi de l'équilibre dans le couple, dans la charge mentale, tout ça. Je pense que c'est pas linéaire, que l'équilibre c'est pas 50-50. C'est parfois savoir être à 20 et 80. Parce qu'à ce moment-là, on a besoin d'être 20-80 pour plein de raisons. Pour raisons de santé, pour raisons professionnelles, pour raisons familiales. Enfin, il y a 10 000 raisons qui font que parfois, c'est 20-80. Puis après, le 20-80, il va peut-être passer à 80-20 parce que ça va s'inverser. Et puis, il y a peut-être des moments où ça va être 50-50. Mais de savoir que c'est OK. Oui, c'est en fonction des Voilà. moments de la vie. Ouais. Que ça, voilà. Par contre, si c'est une situation qui met de la souffrance, notamment en termes d'équilibre familial, où c'est tout le temps toi qui prends tout, et que ça dure que c'est sur la durée, et que c'est tout le temps comme ça, et que tu vois bien que la mécanique est comme ça, et que ça ne te plaît pas, là oui, il faut faire quelque chose. Mais si c'est quelque chose qui est justement fluctuant et qui va avec la vie, je pense que c'est logique. Tout comme tu vois, quand tes enfants auront 18 ans, en fait, potentiellement, tes enfants, ce sera moins préoccupant qu'aujourd'hui. Que dans le bas âge, ouais, carrément. Mais oui, en tout cas, moi, ce jour-là, je me suis juste dit, on va juste essayer de vivre et d'être heureuse. Ouais, genre, ça va être ça mon but dans la vie, quoi. Carrément. Et en fait, c'est beaucoup plus facile. Genre, on s'enlève un peu de pression. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que je garde par contre en tête que tout est possible. Que je sais de quoi je suis capable, de ce que je peux... faire et attirer, et je me mets pas de limite là-dessus. Juste, je me mets pas de pression. En fait, je pense qu'on a un peu du mal, je sais pas si c'est une question générationnelle, hein, mais à voir la vie sur le temps long. Parce que oui, c'est court, et on nous a beaucoup répété que c'était court, donc on a envie de faire tout de suite. Parce que c'est court, vrai. Et que ça peut s'arrêter demain. Parce que on a vu des cas où ça s'arrêtait demain. On a vu des cas où, il y a des gens qui meurent jeunes, c'est vrai, tu vois, ça arrive. Mais en fait, dans la majorité des cas, il y a des gens qui vivent longtemps. Il y a des gens qui meurent jeunes, oui, mais la plupart des gens vivent vieux. Et je crois qu'on a un peu tendance aussi à l'oublier, à avoir ce temps long. C'est-à-dire que c'est pas... Ça veut pas dire remettre toutes les choses au lendemain, c'est juste comprendre que
c'est pas grave si on n'arrive pas à tout avoir, à cocher toutes les cases à 35 ans. Ta vie, elle s'arrête pas après, tu vois. Oui, c'est vrai. Et moi, ouais, je te dis, c'est plus d'avoir remis vraiment au centre, juste pas les objectifs, mais le bonheur, en fait, le kiff, justement. Au moins, le plaisir de vivre et juste d'être heureux. En fait, c'est ça l'important, c'est pas justement de cocher les cases. De cocher les cases. C'est pas d'avoir des objectifs, c'est de vivre, en fait. Ouais. Que le bonheur n'est pas un truc à atteindre, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Avec ses hauts et ses bas, finalement. Enfin, on n'est pas... t'imagines, si on était heureux tout le temps, tout en haut, ça serait un peu fatigant, je trouve. Ça, c'est un grand truc que j'ai appris avec la psychothérapie. Ah ouais. D'accepter les moments de moins bien. D'accepter les parts d'ombre et d'accepter vraiment là, ça va pas. En fait, là... j'avais vraiment du mal avec ça. Hein. Moi, quand ça n'allait pas, comme tout le monde, on a tous des coups de blues ou des moments en fait, où on est moins bien. On a juste besoin de se reposer, tu vois, d'accepter que là, ça va pas très bien. Et en fait, si ça va pas, c'est pas grave, je laisse cette mélancolie m'envahir et passer, tu vois, et peut-être réfléchir sur certains trucs. C'était ultra dur à faire pour moi, mais vraiment ultra dur. Et ça a été un grand travail et quelque chose dont je suis très fière au final maintenant, d'accepter que des fois, en fait, ça va pas trop. Et tu me demandais tout à l'heure. Ouais. Non, mais c'est important parce que ces moments où ça va pas trop, je comprends ce que tu dis parce que je le vis aussi, d'accepter ces moments où c'est down et où c'est bas et juste de vivre avec et de manger ton chocolat de mon Grey's Anatomy si t'as envie et de savoir dire parfois non à une soirée parce que tu vas pas bien et de pouvoir te mettre dans ton canapé et de potentiellement juste vivre ce truc-là parce qu'en fait je pense que ça passe aussi plus vite quand tu le vis plutôt que quand tu fights, quand tu luttes justement à faire semblant, à dire non mais c'est pas ça qui va me mettre à terre, c'est pas ça qui va je suis mieux que ça. Je vaux plus que ça, je vaux mieux que ça. Mieux quoi que ton sentiment, que toi, l'expression de ton être. Non, c'est juste toi en fait. Voilà, exactement. Et puis de se dire en fait, c'est ce qui fait qu'on est nous. C'est parce qu'on a des moments où ça va hyper bien, parce qu'on a des grandes qualités, mais aussi parce qu'on a des moments down, parce qu'on a aussi des défauts. En fait, c'est toutes ces facettes de nos personnalités qui font qu'on est unique et qu'on est nous et que du coup on est chouette. Carrément. Mais c'est pas si simple. Ah non, c'est pas simple parce que vraiment, je pense que on est dans des sociétés, en plus où on partage beaucoup de nous, où on voit beaucoup des autres, donc on a l'impression qu'en fait on a cette pression à être tout le temps au top, à être tout le temps bien, comme si ça n'existe pas. Personne montre quand il va pas bien, ou très peu de gens. Moi je le fais, mais je sais que on m'a déjà dit toi tu montres que quand ça va pas bien. C'est un peu vrai. Je montre beaucoup quand ça va pas bien et très peu quand ça va bien parce que j'ai l'impression de rien avoir à dire quand ça va bien. Mais ça arrive souvent que ça aille bien. Et en fait, je trouve que justement de bien vivre les moments où ça va pas bien, ça te permet de mieux profiter des moments où ça va très bien d'ailleurs, de te rendre compte un petit peu de ces vagues qui finalement font partie de la vie depuis le jour 1 en fait. On a tous des vagues. Même nos enfants, dire quand tu regardes tes enfants, il y a des moments où ils vont pas bien, ils tombent, ils se relèvent et c'est pas en disant ah mais non mais ça va, t'es tombé mais ça va, ça va. Oui, c'est bien de leur montrer cet exemple là aussi. Exactement. De leur montrer qu'en fait c'est pas grave d'avoir un moment de moins bien et de dire de pas avoir peur de dire je suis triste. Parce que je pense qu'en tant que parent, c'est difficile de dire à son enfant « je suis triste ». Parce qu'on a envie d'être son rock, d'être le truc invincible, tu vois. Mais je pense pas que ce soit leur montrer le bon exemple que d'être invincible, en fait. Parce que ça va leur mettre une de ces pressions, les pauvres, quand ils vont être adultes et se dire « ah bah ouais, moi, ma maman, elle était invincible ». Et de se rendre compte qu'en fait, ils le sont pas. Parce que juste nous, on leur a pas dit qu'on l'était pas. On leur a fait croire qu'on était invincible, mais on leur a pas dit qu'au fond, c'était pas vrai. Donc eux, ils auront vu ce truc invincible. Et quand ils vont se rendre compte qu'ils le sont pas, ils vont croire qu'ils sont nuls parce qu'ils le sont pas, parce qu'ils ont eu l'exemple de quelqu'un qui l'était. Oui, complètement. Bon, pour le coup, moi, j'ai déjà pleuré plein de fois. Ah, mais moi aussi, j'ai mon enfant. Mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis, de pas cacher ces choses-là à nos enfants, de poser des mots simples. C'est vrai, je suis triste, je suis en colère, j'ai peur. C'est hyper important. Et ça va les aider eux-mêmes à exprimer leurs émotions et à les identifier aussi. Carrément. Parce que tu vois, tout à l'heure en off, on en parlait justement, on parlait des émotions, tu me disais que tu avais appris à identifier tes émotions, et je t'avais répondu que bah oui, parce qu'en fait, on apprend à nos enfants, avec tous les livres, le monstre des émotions, machin, à
reconnaître leurs émotions, alors que nous, on n'en est pas capable, en fait. Ouais. Nous, on le fait pas. Moi, ça a été un gros travail. Exactement. Et je t'ai dit, j'ai acheté des BD pour adultes, pour la gestion des émotions, qui m'ont vachement aidée, que je relis, franchement, tous les 3-4 mois, pour me remettre bien un peu les idées en place. Et parce que, oui, ça a été le gros constat, moi, de la parentalité, notamment de, OK, je suis censée apprendre à un tout petit être à gérer ses émotions, alors que, en fait, moi-même, ça s'emballe vachement et je sais pas trop comment faire. Et j'ai trouvé ça hyper dur. Et là, je le revis avec ma petite Alex qui a un peu plus de 2 ans. Et honnêtement, moi, il y a des matins encore où j'explose en vol, quoi. Alors ça va mieux, oui et non. Parce que ma deuxième est un petit peu plus coriace que ma première. Elle gère moins bien la frustration et compagnie. Mais je suis toujours estomaquée de me dire, putain, merde, comment ça se fait que j'y arrive pas, quoi? Comment ça se fait que des fois, ça me dépasse de ouf et que je sais pas comment gérer ce truc-là. Alors maintenant, ça va, j'ai beaucoup plus d'armes, je sais partir, je sais respirer, je sais passer le relais. Mais voilà, c'est tout un travail, quoi. Mais en même temps, je pense que c'est difficile le mot gérer ses émotions. Ça veut dire quoi, gérer ses émotions? Ça veut dire les mettre dans leur petite boîte, là où elles doivent être. Non. Parce qu'en fait, voir la colère s'exploser. Ouais. C'est ce qui est compliqué, et tu dis bien, c'est que tu as appris à partir. Et oui, c'est important pour pas qu'il y ait de dommages collatéraux, mais sortir la colère. Ah, mais ça, et la reconnaître que c'est une colère. Et savoir pourquoi tu es en colère. C'est gérer ton émotion. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. J'ai écrit un article d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur la gestion des émotions par le yoga. C'était vraiment intéressant pour moi en fait. J'avoue que c'était trop bien de faire ce travail. C'est vraiment en fait une émotion, elle répond à un besoin qui a besoin d'être comblé. Et en fait, c'est gérer son émotion. C'est vrai que le mot gérer, il n'est pas très approprié. En fait. C'est plutôt se laisser traverser par l'émotion et la comprendre. Et l'image souvent, moi que je donne à mes patients, c'est l'émotion, c'est vraiment la petite souris qui va venir taper à la porte. Et elle tape. Et à un moment donné, si tu vas pas lui ouvrir et que tu n'essayes pas de la comprendre et que tu n'essayes pas de l'accueillir, voilà, c'est plutôt comment accueillir son émotion. En fait, elle va revenir et elle va retaper plus fort. Et le jour où tu l'ouvres la porte, si tu l'as laissée depuis 15 ans derrière la porte, à pas s'exprimer, à même pas essayer de la comprendre, elle va t'exploser à la tronche et c'est l'enfer. Bah oui. C'est ça. C'est accueillir une émotion. Et moi, je me rends compte que c'est encore... je suis encore en travail pour accueillir certaines de mes émotions. Est-ce qu'un jour on le termine ce travail? Je suis pas sûre. Non, je pense pas. Je pense pas, parce que tu vois, c'est ce que je disais. En fait, on apprend à nos enfants donc à identifier les émotions. Déjà, on n'apprend pas à les gérer. On leur apprend à les identifier. Mais c'est bien beau de mettre des mots et des couleurs et des monstres de machin sur les émotions. Mais quand ils les vivent, est-ce qu'on les gère vraiment quand ils les vivent? Parce que moi, je vois mon enfant partir en vrille quand elle part en colère. Alors aujourd'hui, parce que j'ai identifié, parce que j'arrive à relier un peu les trucs et à comprendre d'où elle vient, sa colère, oui. Mais pendant très longtemps, j'avais beau lui sortir les livres et dire « Alors, c'est quoi l'émotion que tu as ressentie ?» Oui, c'est de la colère. Pendant qu'elle est là, la colère, est-ce que moi, je suis une bonne personne pour l'apprendre, pour lui apprendre à traverser cette émotion? Non. Pour quelle raison? Parce que je n'arrive pas à traverser les miennes. Ouais. Donc en fait, oui, il y a tous ces supports et c'est génial d'identifier des émotions, leur dire qu'ils peuvent taper dans un coussin quand ils sont en colère, c'est super. Mais je pense pas que ce soit vraiment de la vraie identification, que je pense pas qu'on puisse vraiment leur apprendre si on le fait pas nous-mêmes. Et c'est hyper inconfortable à faire, c'est horrible. Non mais c'est clair. Je pense qu'il faut, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je trouve ça quand même très intéressant d'identifier. Oui, ah non, mais c'est important. Ouais, mais c'est vrai que en fait, il faut revenir à la base de ce qui est difficile en tant que parent quand ton enfant de 2 ans se roule par terre et que tu ne peux absolument rien faire avec lui. Enfin, moi, ce que je trouve difficile, c'est la colère que je ressens au fond de ma poitrine. De me dire, mais pourquoi? Et maintenant, j'en suis à des fois, pourquoi ça me met dans cet état-là? Pourquoi Et en fait, c'est donc effectivement, c'est aux parents à aussi apprendre à identifier et accueillir. Et puis les émotions de nos enfants nous renvoient à nos émotions quand on était enfant. Bah évidemment, ça renvoie à la petite Muriel. En fait, c'est ça. Non, mais quand tu vois ton enfant en colère et se rouler par terre, que tu as envie de la prendre dans tes bras parce que tu sais que potentiellement le câlin va lui faire du bien, tu as en même temps cette empathie de vouloir lui faire un câlin, mais tu es hyper en colère parce que toi, tu l'as pas reçu ce câlin. Donc c'est cette ambivalence-là qui est hyper difficile parce que c'est pas juste
toi, avec ta posture de parent, qui va aider ton enfant à traverser l'émotion, c'est qu'en plus d'aider ton enfant, tu dois t'aider toi à la traverser cette émotion et à ce que ça te renvoie. Comme quand ton enfant est triste. Tu sais, on a beau dire à nos enfants, non mais tu sais, c'est normal de pleurer, tu sais, avec toute cette déconstruction qu'on peut avoir et qui est géniale, de dire, ah c'est ok, tu vas pleurer. Mais en fait, quand ton enfant il pleure, est-ce que tu le laisses vraiment pleurer ? Maintenant, tu veux tout faire pour que ça s'arrête parce que tu veux pas que ton enfant il soit triste, parce que tu veux colmater, parce que ça te rend triste en fait, que ton enfant soit triste. Ouais. Et parce que c'est douloureux de voir son enfant triste. Et que plus le temps va passer, plus on va le voir triste sur des trucs qu'on ne maîtrise pas. Ne m'en parle pas. Et donc c'est douloureux pour nous en fait. Mais on peut pas leur apprendre à traverser leurs émotions si on n'est pas capable de les prendre nous aussi. De prendre cette douleur-là, de voir que tes enfants peuvent avoir de la douleur et en fait montrer ta vulnérabilité aussi, et c'est ça qui est un peu dur, c'est d'accepter de faire du mal à ton enfant parce que ton enfant il n'aime pas te voir triste. Ouais. Accepter de lui montrer cette part-là et que potentiellement ça va le rendre triste. Ouais, s'il te rend triste, ça va te rendre triste et donc ça va te rendre encore plus triste que quand t'étais triste. Ça fait beaucoup de tristesse. Mais ça fait partie du game en fait, je pense. Et en fait on peut pas les protéger de tout et je pense vraiment que c'est leur rendre service de leur montrer qu'en fait les émotions elles se traversent, elles se vivent et de les vivre devant eux, que ce soit la colère, parce qu'il y a toujours des émotions qui sont plus légitimes que d'autres. Genre t'as le droit de montrer ta joie, t'es joyeux, tu le montres, tu fais la fête, ça c'est ok. Par contre quand t'es en train de pleurer, ça tu dois pas le montrer. Ouais, quand t'es en colère, t'es censé, tu vas penser que t'es une mauvaise personne parce que t'es en colère. Il n'y a pas une émotion qui est plus légitime que l'autre. Si t'es en colère, c'est qu'il y a une raison légitime pour que tu sois en colère. Ce que t'as pas le droit de faire, et moi c'est ce que je dis tout le temps à ma fille, c'est ce que t'as pas le droit de faire, c'est de transposer cette colère sur les autres autour de toi. T'as pas le droit de faire du mal parce que t'es en colère. Ça c'est interdit. Mais faire du mal aux autres et faire du mal à toi, ça t'as pas le droit de le faire. T'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'exprimer ta colère comme tu l'entends. Moi mon rôle c'est de t'accompagner dans cette colère et de t'aider à faire quelque chose qui te fasse du bien. Mais t'as pas le droit de faire du mal à autrui. Ça, c'est ok. Mais c'est valable pour toi aussi. Mais par contre, ta colère, elle est légitime. T'as le droit d'être en colère. Bien sûr que c'est horrible que machine, elle t'ait piqué ton jouet. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça aussi. C'est qu'au départ, quand les enfants sont petits, ils se mettent dans des états incroyables pour un truc qui, toi, te semble minime. Mais c'est aussi savoir se mettre à la hauteur de l'enfant que pour lui, c'est pas minime. Pour lui, ce cube, c'était toute sa vie. Tu vois ? C'est son cube. T'aurais la même réaction si on parlait de ta voiture. En fait. Effectivement, se remettre à niveau. Tu vois, c'est vraiment... changer d'angle et se mettre... Exactement, changer d'angle. Comme dit Fanny Vella, changer d'angle. Et ça, je pense, c'est hyper important. Mais je pense que c'est un travail que tu ne peux pas faire si tu n'as pas travaillé sur toi, si tu vas pas affronter, en fait, et si tu vas pas comprendre la petite Mumu ou la petite Élise. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est ça, en fait. On rigole toujours avec mon mec... Mais moi je le dis aussi. Et là, c'est toi ou c'est le petit Hugo ? C'est toi ou c'est la petite Mumu ? Mais ça fait du bien. Ben oui. Franchement, en vrai, ça fait du bien. C'est bête, mais de se dire, oui, est-ce que c'est ma personne et notamment avec les enfants, ou est-ce que c'est mon petit enfant intérieur ? Même avec tes parents. Mais même avec nos parents. Parce que moi, je sais qu'il y a des situations où j'en ai déjà parlé avec ma mère, donc je dois le dire. Des situations de ma mère est toujours en retard. Et moi, c'est quelque chose qui me trigger énormément, parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Et en fait, aujourd'hui, quand elle est en retard, j'ai des angoisses très profondes qui me viennent. Et en fait, de me remettre dans cette posture de moi, Élise adulte, qui vient envelopper Élise enfant, en fait, ça permet de faire passer cette émotion de frustration et de frayeur, parce que c'est vraiment une peur quand elle est en retard, d'aller rassurer. Et en fait, d'avoir conscience de cet enfant intérieur, c'est beaucoup plus facile. Parce que du coup, j'arrive à m'isoler. Et je le dis autour de moi, je fais en fait là, je dois prendre soin de petite Élise. et j'ai vraiment, en plus, je me visualise moi petite avec moi aujourd'hui qui, c'est comme je ferais avec ma fille qui pour va la lui prendre consoler. la main, quoi. Ouais. Qui va et dire c'est ok, il se passe rien. En fait, de moi, ma posture d'adulte qui a compris par le travail pourquoi ça m'angoissait. De me dire à moi enfant, ça paraît chelou, je sais, c'est perché, mais de pas dire, tant, pas tant, c'est pas perché vraiment. De me dire à moi enfant, en fait c'est ok, tout va bien, c'est pas contre toi, tout se passe bien, il va rien se passer, ça va aller. Ce qui peut paraître, je suis complètement d'accord. Puis quand tu as la notion de travailler sur ton enfant intérieur, ça parle beaucoup. Ce que je dis des fois aussi aux patients qui n'ont pas cette notion d'enfant intérieur, qui est
un peu, voilà, qui est à adopter, on va dire, ou à intégrer. C'est déjà au moins des fois de prendre soin de soi ou de se parler comme on parlerait juste à sa meilleure pote. À sa meilleure amie. Ouais. Mais non, mais tellement. Mais c'est la base, hein, et ça change tout. Ouais. Et ça fait du bien. Mais bien sûr. C'est vraiment important. Mais tellement. Enfin, je veux dire, je crois qu'on est les pires personnes avec nous-mêmes. Hein. Mais ça, c'est certain. Enfin, je veux dire, moi, de loin. Hein. Mais non, mais ce que tu te fais subir parfois, tu ferais jamais subir ça à ta meilleure pote. Jamais tu dirais ce genre de choses. Est-ce que quand elle passe devant toi, tu dirais à ta meilleure pote, putain, mais ces fringues, elles te vont trop mal, quoi. Vas-y, t'as trop une sale gueule. Tu dirais pas ça, enfin, ça se fait pas. Par contre, tu te le dis tous les jours, à toi. Oh bien, putain, je suis nulle, j'ai pas fait ça. Tu vois, rien que te dire je suis nulle. Moi, je me le disais vachement avant. Moi, je reprends tout le temps mon mec quand il dit ça. Et du coup, ma fille, elle le fait maintenant. On n'a pas le droit de dire qu'on est nul. Non, mais c'est trop bien. C'est des bonnes habitudes. Hein. Bah oui, mais alors, c'est des choses qui mettent du temps à apprendre, mais on n'a pas le droit, c'est interdit de dire qu'on est nul, parce que c'est pas vrai. Tu as le droit de faire des erreurs, mais t'es pas nul. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Mais oui, et ça, c'est hyper. Mais tu vois, ça reprend la phrase que tu disais tout à l'heure. On est les personnes les plus importantes de notre vie. Enfin, c'est quoi exactement que tu te dis ? Tu es la personne la plus importante de ma vie. Cette phrase, elle m'a suivie pendant. Ça fait 3 ans qu'elle me suit. Elle me fait beaucoup de bien. De se remettre au centre, en fait. Mais donc, du coup, si tu es la personne la plus importante de ta vie, tu dois te traiter absolument comme ta meilleure amie. Bah, bien sûr. Et avec beaucoup de bienveillance. Bien sûr. Et c'est ça, en fait, c'est la base de tout. Enfin, plus tu seras bienveillant avec toi, plus tu seras bienveillant avec les autres. En fait, tu peux pas être bienveillant avec les autres si t'es une personne horrible avec toi, en fait. Et ça enlève tout. T'as complètement raison. Et de cette phrase-là, depuis 2-3 ans, c'est vrai que je trouve que quand tu arrives à prendre soin de toi, tu arrives à mieux prendre soin des autres. Et surtout, il n'y a pas d'espèce de rivalité, de compétition, de on se compare, on se juge, on se regarde. Ça enlève tout ça. Et d'ailleurs, c'était un point que j'avais envie d'aborder, parce que ça m'a beaucoup aidée ces 2-3 dernières années. J'ai trouvé beaucoup de soutien, moi, dans les regroupements de femmes, en fait, de soutien, de sororité, je dirais depuis 2-3 ans, qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup portée. C'est un truc de ouf, j'en avais beaucoup moins conscience avant. Alors, je pense qu'il y a aussi l'actualité, qu'on le met beaucoup en avant et tout, mais réellement, il y a plusieurs fois où ça m'a vraiment portée et encore une fois quasiment sauvée, quoi. Ouais. C'est un truc de dingue, et je me rends compte que actuellement, mes ressources... je les trouve beaucoup dans la compagnie féminine. J'ai mes 2 meilleures potes qui se reconnaîtront très bien, qui sont mes piliers. Mais quand je dis mes piliers, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression qu'avec elles, tout est ultra connecté. Je n'ai pas besoin de parler. C'est très pratique, parce que quand on va bien, c'est top, et ça fait... Mais on souffre aussi des fois à 3. C'est marrant, hein, tu vois. Et après, dans mes rapports... professionnelle aussi, toutes les femmes que j'ai rencontrées ces dernières années, mais elles m'ont appris tant de choses, que ce soit au cabinet, sur la plateforme, toutes les nanas que j'ai rencontrées, en fait, je me suis rendu compte que j'ai tiré énormément d'apprentissage et de bien-être et de soutien, en fait, des femmes ces 2-3 dernières années. Alors, il y a plein d'hommes que j'admire aussi, hein. C'est pas la question, c'est pas... mais... C'était plus de se dire, je me suis sentie portée, vraiment. Dans la danse aussi, beaucoup. Et en fait, je trouve que c'est beau en ce moment ce qui se passe dans ce soutien entre femmes. Je trouve que ça ressort, et qu'il ne faut pas hésiter à aller là-dedans. Il ne faut pas avoir peur. Je pense que moi, j'avais très peur avant, tu sais, d'aller discuter, de parler vraiment de ce que je ressentais, d'aller rencontrer les autres. Et en fait, je trouve que plus on va vers l'autre, donc là je parle encore une fois notamment des femmes, plus on est authentique sur ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, plus putain ce que tu reçois en échange, c'est tellement énorme. Et vraiment, ça m'a vraiment fait du bien, quoi. Je suis assez d'accord, mais je pense que c'est parce que peut-être qu'on a été un peu habitués dans les médias et dans tout à être dans une espèce de compétition entre femmes dans une enfance, enfin peut-être pas encore que dans une jeunesse, dans tout ce que, enfin tu vois, genre les médias, la pop culture, enfin toutes les filles, elles sont des pestes les unes avec les autres, tu vois. Et on me dit tout le temps, moi je sais que c'est des phrases que je prononçais beaucoup, et parce que je pensais vraiment, j'étais convaincue que c'était cool de dire,
Ah non, mais moi, de toute façon, je traîne qu'avec des mecs parce que les filles, c'est pas possible. Entre elles, c'est horrible, ça papote, ça se fait des coups bas et tout ça. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui était très présent chez moi et je pense qu'il est très présent chez plein de gens de penser qu'entre meufs, ça peut pas bien se passer. Ça se tire le C'est crépage quoi. de chignon, machin, alors qu'en fait, qui nous met en compétition ? Il faut être la plus belle, il faut être la plus mince, il faut être la moins ridée, il faut être la meilleure mère, il faut être ceci. Qui nous met en compétition comme ça ? Qui ? C'est une question ouverte. Si vous avez la réponse, dites. Mais c'est vraiment, tu vois, je pense que j'avais vraiment ça en tête et que ces dernières années, à l'inverse, j'ai trouvé vachement de réconfort. Voilà, j'ai trouvé du réconfort dans mes relations entre femmes. Tu vois. Vraiment, je me suis dit, putain, en fait, c'est safe. C'est safe. La danse, j'ai halluciné là-dessus. Tu vois, d'être autant dans la bienveillance. En fait, la danse, moi, j'en fais depuis que je suis toute petite et vraiment... J'ai des souvenirs de cours de danse petite où clairement tu te regardes. Si t'es pas moi, c'était la pas meilleure, bienveillant. C'était pas bienveillant du tout. Mon histoire de danse à une ou deux relations, oui. Mais majoritairement, c'était tout sauf bienveillant. Ah, mais pareil. Et j'avais des souvenirs horribles parce qu'en plus, tu vois, à cette époque-là, du coup, moi, je pesais 85 kilos. Clairement, j'étais pas celle qu'on mettait devant et tout. Et vraiment Enfin, j'ai fait les deux. J'ai fait l'époque de 85 où j'étais tout derrière. Si je pouvais être derrière le rideau, c'était mieux. Et j'ai fait l'époque de 45 où je faisais que ça de ma vie. Où du coup, là, évidemment, j'étais tout le temps sur le devant de la scène. J'ai eu les deux extrêmes, tu vois. Et en retournant à la danse, j'ai été tellement... choquée, mais en bien, de trouver un environnement comme ça, juste déjà t'as de tous les horizons, de toutes les formes, de toutes les couleurs, et ça crie, ça supporte, ça... Putain, enfin, ça m'a fait un bien fou. Et je me suis dit, c'est hyper marquant de ce qui se passe en ce moment, en fait. Et tu peux... Oui, arrêtons de se dire qu'en fait, on est concurrente, ça va pas, ça se crêpe le chignon et compagnie. Au contraire, tu peux trouver vraiment du soutien, de la bienveillance, du réconfort et quelque chose qui te porte, quoi. Vraiment fort. Carrément. Mais je trouve que c'est plus facile d'avoir ce rapport-là de bienveillance en groupe quand tu arrives à avoir ce rapport de bienveillance avec toi. Parce qu'en fait, peut-être aussi, c'est vrai. Si toi, t'es en constante compétition avec toi-même, de vouloir être la meilleure, de vouloir être... Enfin, même à la danse, tu vois, on parle de cet exemple-là. Moi, je sais que je voulais être la meilleure. Oui, et parfois, ça me revient encore là, maintenant, aujourd'hui, dans les cours où, en fait, je suis contente d'avoir intégré l'enchaînement avant toutes les autres. Ça met du temps à déconstruire le mécanisme. Oui, je comprends complètement. En fait, tu dis, mais pourquoi ? En fait, pourquoi je suis là ? Je suis là pour me faire plaisir. Le mardi soir, c'est pour moi, je suis là pour kiffer. Pas pour être là devant, dans la lumière, sur la scène. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais c'est long à déconstruire. C'est très très long et moi je pense que je l'ai pas encore totalement déconstruit ce truc-là. C'est ton process. C'est ton process. Mais oui, mais en même temps quand tu passes 20 ans de ta vie configurée comme ça, c'est dur. C'est compliqué. Moi c'est pour ça que j'ai mis du temps, que j'ai fait un break, que j'ai pas fait de danse pendant longtemps. Pour ça, à cause de ça, parce que je voulais pas. Pour moi c'était absolument que de la compétition. Faut être la meilleure. Si t'es pas la meilleure, ça sert à rien d'être là. C'est un peu comme tout ce qu'on dit sur toute la vie au final. Arrêtez d'avoir des putins d'objectifs et des coches, des trucs à cocher, pardon, et plutôt juste savourer et vivre l'instant là, de kiffer danser, de kiffer... Exactement. Et puis tu vois, nous on parle parce qu'on a de l'expérience de danse pendant longtemps, mais tu peux aussi avoir très envie de découvrir la danse à 35 ans et d'y aller en fait. C'est pas parce que tu en as jamais fait de ta vie que tu ne peux pas y aller. Il faut y aller en fait. Mais oui, mais moi j'étais tellement heureuse de ça. Quand j'ai partagé un peu de danse sur mon compte Insta. Du coup, j'ai plusieurs patientes qui m'ont dit qu'elles avaient commencé la danse là, tu vois, et il y en a même qui sont dans mon cours. Et ça m'a fait tellement plaisir. Et je me suis dit, putain, si ça a permis juste à même, je m'en fous, 3, 4, 10 personnes d'oser aller vers ça, mais c'est tellement génial. J'étais vraiment heureuse, tu vois, pour elle. T'étais sur un chemin plus avancé que moi. Parce que moi, on m'a demandé justement où est-ce que je faisais de la danse. Et en fait, excusez-moi si vous écoutez ce podcast, mais je les ai ghostés. Parce que je veux pas leur dire, parce que je veux pas qu'elles me voient. Tu veux que ça reste à toi. Malheureusement, si c'était ça serait bien. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est que j'ai pas envie qu'elles se rendent compte que je suis nulle. Oh, c'est horrible, hein. Non mais alors je le dis en ayant absolument conscience d'à quel point c'est violent envers soi-même et à quel point je travaille dessus, hein. Vraiment je travaille dessus. Mais autant sur plein de points j'ai réussi à déconstruire, sur la danse j'en suis pas là. C'est très étrange, je ne sais pas pourquoi. Mais je l'ai pas donné.
J'ai pas dit où je faisais la danse à cause de ça. T'as pas envie pour l'instant. Et c'est trop tôt. C'est trop pas tôt. grave. Mais je suis en pleine déconstruction. Et en fait, je pense que c'est important de le dire parce que tu vois, tu parlais 50 thérapies. Moi, ça fait, ma fille a 6 ans et demi, ça fait 7 ans. Parce que c'est quand je tombe enceinte. Donc ça fait 7 ans. Il y a des pauses dans mes espaces de thérapie, machin. Ça fait 7 ans et tu vois, je suis encore en cheminement. Il y a pas de début. Il y a un début. Il y a toujours un début, mais il n'y a pas de fin. Ça moi, je sais jamais. pas quand est-ce que je vais arrêter. Mais ça s'arrête jamais. En fait, je pense que c'est important de aussi. dire, on va pas se réveiller un jour en disant je suis guérie. Tu sens que tu passes des étapes, ça oui. Enfin, moi, je sais que ça a été très fort à certains moments de me rendre compte que là, ouais, il y a un truc qui s'est débloqué. Et parfois, en fait, tu t'en rends pas compte. Après, pour pas faire peur à certaines personnes qui pourraient nous écouter, il y a des thérapies courtes aussi. Oui. Parce que je sais que ça peut en dégoûter certains, de se dire putain, merde, si je commence, si je mets le petit doigt dedans, je suis partie pour 10 ans. Mais moi, j'ai fait plein de thérapies courtes. Ouais, voilà. J'ai fait des thérapies de plein de genres. J'ai fait des TCC, troubles, thérapie comportementale et courte, je crois en plus, c'est ça. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la sophrologie, là j'ai fait de l'EMDR, enfin j'ai fait plein de trucs. Oui, il y a plein de choses différentes en plus. Et il n'y a pas juste de la psychothérapie, être assis avec ton psy, enfin c'est pas juste ça. Il y a plein de choses à expérimenter qui vont te permettre à un moment T d'arriver à passer certains blocages. Il n'y a pas, t'es en psychothérapie pendant 5 ans ou 6 ans. Enfin, moi, en tout cas, je le vis pas comme ça. Ah, moi non plus du tout. Et là, par exemple, tu vois, c'est la première fois. Peut-être que je sors de mon postpartum. C'est peut-être ça la révélation de ce podcast. Écoute. C'est la première fois, là, en septembre, je me suis dit, non, là, en fait, je vais reprendre rendez-vous quand j'en sentirai le besoin. C'est pas un suivi, parce qu'effectivement, je me sens bien. Et mais moi, j'ai pas de gros stage de fond à travailler pour le moment. Ouais. Bah, tu vois, moi, je l'ai eu plusieurs fois. La première fois, quand j'ai fini ma première thérapie, quand ma fille avait 9 mois, qui était celle que j'avais commencée pendant la grossesse, en fait, j'étais persuadée de plus avoir besoin de ça et de dire, ça y est, j'ai fini. Sauf qu'il y a un jour où il y a d'autres choses qui sont revenues et où j'ai besoin de faire. C'est pas un échec. Oui, t'as besoin de revenir. Tu vois, c'est pas un échec de dire, de recommencer une thérapie ou de avoir besoin. Ça fait partie du process, en fait. On n'est pas terminé. Il n'y a pas comme un truc de Lego où une fois que tu as fait ta construction, c'est fini, c'est immuable. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a la vie, il y a des étapes de vie, il y a plein de choses qui font que non, c'est une éternelle construction et que parfois c'est plus douloureux, parfois on n'en a pas besoin. Moi, tu vois, c'est marrant parce que moi aussi j'ai eu besoin. Enfin là, j'ai clôturé une thérapie, ma thérapie en EMDR, je l'ai terminée. J'ai décidé j'ai ressenti que j'en avais plus besoin pour le moment. C'est pas dit que j'y retournerai pas, parce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées. Mais il y a des points quand même. Il y a des points sur des thérapies. C'est pas on est en thérapie pendant 10 ans, ça s'arrête jamais. C'est la même personne que tu vois toutes les semaines. De déjà le budget. C'est pas comme ça. C'est des phases. Et il y a des moments où en fait tu finis tes thérapies et puis tu as une phase où tu apprends à expérimenter, à cheminer avec les nouveaux accessoires que tu as. C'est un peu comme dans les Sims, t'as des nouvelles compétences ou des nouvelles accessoires et tu apprends à vivre avec ça. Et puis à un moment, tu te retrouves, ou comme un jeu vidéo, tu te retrouves à un niveau où tu dis, mince, j'ai pas les clés de ce niveau-là. Je vais aller revoir et c'est pas grave, je vais aller chercher des clés pour ce niveau-là et puis comme ça, j'y arriverai mieux. Et la vie, c'est comme ça en fait. C'est tout le temps comme ça. Il n'y a pas un moment où t'as terminé. Voilà. Tout à fait d'accord. Moi, je pense que c'est une belle conclusion. C'est une très belle conclusion. En tout cas, je te remercie, Muriel. C'était trop intéressant, cette conversation. C'était super agréable. Merci beaucoup à toi, Élise, de m'avoir reçue. Écoute, ça me fait plaisir. Mais on n'empêche que, quand même, si on veut te suivre sur les réseaux, parce que tu partages quand même pas mal de choses, par où ça se passe ? Alors oui, vous pouvez me suivre sur Instagram à muriel.ostéo. Je me dis, il faudrait que je change et que je mette Mumu, ce serait plus simple. Non, muriel.ostéo. Et oui, j'aime bien partager beaucoup de choses par rapport à mon métier et autour de ma parentalité et de ma vie de femme aussi. Je trouve que c'est important. Ouais, puis tu bosses beaucoup avec Justine et Agathe de Olimama aussi. Bien sûr. Donc on peut aussi te retrouver par là. Carrément. Il y a plein de choses en tout cas que tu partages et merci pour tout ça parce que je pense que c'est important et qu'on met un petit peu toute notre pierre à l'édifice pour aller mieux et pour mieux vivre dans ce chemin de la vie. Et c'est trop cool. En tout cas, j'ai adoré cette conversation. Merci beaucoup. Merci, Élise. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Cet épisode t'a plu ? Parle-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant @Élise_Prenons un café.
ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait « Tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis devenue maman. Ça devrait être pris en charge par la Sécu, tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. Merci beaucoup. » C'est moi qui te remercie Mathilde pour le temps que tu as consacré à écrire ce message et les mots choisis, car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.